On va démarrer tout de suite notre première conférence sur l'intelligence artificielle. On est pile à l'heure puisqu'il est 15 heures et qu'on va garder à peu près quand même nos 40 minutes pour en parler suffisamment puisque le sujet est vaste, le sujet est important. Il y a plein de gens dans la salle qui, comme moi, aimeraient bien comprendre ce qu'on va pouvoir faire de l'intelligence artificielle ici à Nantes ou sur le territoire. Et pour en parler, David l'a dit, on a deux spécialistes. Et je vais commencer par l'inviter à me rejoindre. Je vais appeler Marianne. Marianne Alanik, elle est consultante en recherche et développement dans le domaine du biomédical, dans une start-up, oui, je t'en prie, assis-toi, qui s'appelle Artificial Insight, c'est ça, qui en gros développe une plateforme pour les professionnels de santé avec des outils, des algorithmes pour aider au diagnostic. Donc, l'intelligence artificielle dans le domaine du médical, ça sert à quoi? On va en parler. Tu es également membre du réseau Femmes du Digital West. Voilà, merci d'être là et on peut l'applaudir. Merci de ta présence. Et puis, on ne le présente plus, vous le suivez certainement comme moi sur les réseaux sociaux. Il vient de s'acheter un Vespa. Il n'est pas venu en basket, il a mis une veste. Merci d'applaudir l'adjoint à l'innovation et au numérique, monsieur Francky Trichet, évidemment. Merci, Francky. Installez-vous. Merci à tous les deux d'être là. Donc on va passer, je vous le disais, une quarantaine de minutes ensemble. D'abord, j'aimerais vous entendre sur quelle est votre définition de l'intelligence artificielle. Moi j'en ai plusieurs, mais c'est très Jules Vernien. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, par exemple, dans le domaine du biomédical? Qu'est-ce que tu pourrais en dire, Marianne? Alors la définition un peu classique de l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est les techniques et les méthodes qu'on va utiliser pour simuler l'intelligence humaine. Alors c'est un terme qui est assez décrié aujourd'hui parce que finalement l'intelligence humaine, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et si vous ne le saviez pas, je ne veux pas vous gâcher, mais voilà, la science-fiction dit qu'on va arriver à... Tout, voilà, les robots vont nous remplacer, mais actuellement, technologiquement, on n'y arrive absolument pas. Donc en fait, on va venir distinguer deux types d'intelligence artificielle. Une IA qu'on va appeler faible et une autre forte. Donc les IA faibles, c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on utilise, c'est des IA qui vont répondre à un problème précis. Donc on va leur donner des données et puis après on va venir les interroger sur cette question. Alors que les IA fortes, c'est vraiment des IA qui, elles, vont venir interagir et apprendre de façon autonome. Actuellement, c'est des choses où on n'arrive pas vraiment. On verra peut-être à la fin qu'il y a eu certaines tentatives. Voilà, on a lancé des intelligences artificielles sur les réseaux sociaux pour voir comment ça réagissait. On en discutera peut-être aussi des limites. Mais voilà, actuellement, ce qu'on utilise vraiment au quotidien, c'est des IA faibles qui répondent à une problématique. Et l'enjeu, avant tout ça, c'est les données et leur qualité. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que 90% du travail pour l'intelligence artificielle est fait par de l'humain pour préparer les données et qu'ensuite, l'algorithme fait son travail. Donc l'intelligence artificielle n'existe pas, c'est 90% de boulot par les êtres humains et 10% par la machine. Et c'est avant tout des données et la qualité de ces données. Ok, on en reparlera. Monsieur Trichet, Francky, quelle est ta définition à toi? Alors effectivement, il faut bien différencier ce qu'on appelle l'IA forte, cette espèce de quête depuis longtemps, où on cherche à se dire est-ce qu'on aurait potentiellement une intelligence sous effectivement couvert, on arrive à définir ce qu'est l'intelligence humaine ou je dirais qu'elle soit végétale ou qu'est-ce que l'intelligence. Mais restons dans le lieu de simuler le comportement humain. Et forte dans le sens qui est capable, les deux axes forts, c'est l'apprentissage et l'adaptabilité. C'est-à-dire que souvent les intelligences artificielles, elles sont fixées pour une tâche. Une tâche, ça va être je veux reconnaître des concombres. Donc on a des machines qui vont reconnaître des concombres. L'être humain, des concombres, on va dire, qui sont calibrés pour être bien et des concombres qui sont un peu déformés pour être soi-disant pas bien. Et ça, on sait très bien faire en intelligence artificielle, puisque c'est une tâche simple dans laquelle on a ce qu'on appelle un ensemble de données pour apprendre. Il suffit d'avoir plein de photos, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et comme n'importe quel être humain, une fois qu'on aura fait 1000, 2000, 3000 exemples, le 3000e, c'est assez simple de se dire il est bon, il n'est pas bon. Donc ça, c'est des tâches très focalisées et c'est des intelligences artificielles qui sont très simples à apprendre. Donc le concept apprendre des tâches simples, pour une IA, c'est bien. Dès qu'on commence à sortir, on va dire, de choses d'une tâche qui est extrêmement précise, là, il faut s'adapter. Et là, on a très peu
de cette adaptabilité en fait, que l'être humain sait faire depuis qu'il est tout petit, quand il a des processus cognitifs qui vont au-delà du simple. Tu apprends parce que je te montre. C'est comme si on avait des QCM, on apprend sur des QCM qui sont déjà pré-remplis, mais il y a un moment donné, quand on appuie dans un QCM pré-rempli, on ne sait pas faire. Et ça veut dire utiliser la bonne intelligence, focus, une intelligence artificielle au-dessus qui serait capable, pour chacune des tâches qu'on pourrait lui dire de s'adapter, d'utiliser la bonne intelligence artificielle dite faible ou territorialisée, on y reviendra par la suite. Ça, on en est loin, parce qu'il faut des capacités d'adaptabilité sur lesquelles on essaye d'avoir des IA qui apprennent ce qu'est l'adaptabilité pour s'autoréguler. Donc en fait, c'est vraiment aujourd'hui une quête qui est vraiment lointaine, très lointaine. J'aime pas à dire que c'est pas possible, c'est de la science-fiction, parce que quand on dit, moi j'ai fait des études il y a quelques années, et à l'époque, mes professeurs, ils m'apprenaient que le jeu de Go, un ordinateur pourrait jamais battre un humain au jeu de Go. C'était scientifiquement prouvé, mathématiquement, formellement démontré. C'était dans les années début 2000, non, un peu avant. Oui, c'était en francs. Oui, c'était en francs. Ouais. Et moi, on m'a appris ça et on me l'a démontré mathématiquement parlant. Et effectivement, 10 ans après, le jeu de Go, ça fait bien longtemps qu'une IA, ou on va dire une intelligence combinatoire, computationnelle, on l'appelle comme on veut, a déjà gagné. C'est pareil pour les échecs, vous l'avez vu, Deep Blue. Pareil parce qu'en fait, là où les IA commencent à être très fortes, c'est qu'elles sont capables de s'auto-générer les jeux de données qu'elles n'auraient pas pour apprendre. Je m'explique, jusqu'à présent, on a des données observées, très bien. Dans tout ce qui est les jeux vidéo, on a une intelligence artificielle qui maintenant va apprendre beaucoup plus vite parce que de toute façon, elle se génère ces cas qui n'existeraient même pas, qui n'ont jamais existé. Un jeu vidéo, je ne sais plus comment il s'appelle, Warcraft, ou je ne suis pas très fort jeu vidéo. C'est ça, Warcraft, je regarde les spéciaux. Starcraft, voilà. Merci. Tous ces jeux un petit peu où il y a des univers qui sont quasiment infinis. Même de toute façon, si on avait les milliards d'êtres humains aujourd'hui qui allaient analyser et se mettre ensemble pour dire on va être meilleur que la machine, c'est pas possible parce que la machine invente des univers à partir des règles du jeu qu'elle a appris, et donc elle devient de fait plus forte. Et même Starcraft, là, ça y est, une IA, il n'y a pas un humain qui est capable de battre aujourd'hui Starcraft. Ça montre que, mais ça reste encore focalisé sur un processus d'apprentissage très focalisé. Donc quand je dis c'est pas possible, j'ai envie de dire attention, parce qu'on est quand même surpris depuis 20 ans sur les avancées. Ce qui n'est pas possible, c'est l'adaptabilité. Aujourd'hui, une IA est aussi stupide qu'un enfant qui n'a pas commencé à apprendre à parler, mais qui, d'un point de vue intelligence situationnelle, par rapport à une situation conflictuelle, va, par exemple, ne pas aller caresser un chien. Parce qu'il a vu, avec très peu d'exemples, qu'il y avait une expression faciale. Il a vu tout un environnement. Ce n'était pas juste focalisé sur le fait que j'ai caressé un chien, je me suis fait mordre. Il a vu tout un contexte. Et l'apprentissage de ce contexte, il est plus compliqué aujourd'hui avec des IA. Et c'est presque rassurant, j'ai envie de dire. Donc on a encore... Les IA focus, c'est bien, parce qu'on va en parler, ça fait plein de choses. Mais l'IA, on va dire, forte, celle-ci, il ne faut pas. Il ne la faut pas pour plein de raisons. On y reviendra sur l'éthique, sur le côté arme létale. On a bien vu, il faut qu'on soit là pour réguler les choses. Mais même scientifiquement, ou dans le monde des possibles, aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas prêt d'y être. On parlera d'éthique un petit peu plus tard. Merci pour cette définition en 2 phrases. Francky, mais je me doutais bien qu'on allait brosser le sujet de manière large. Adaptabilité quand même. Oui, c'est vrai. C'est un mot. C'est mieux adaptabilité. Oui, mais c'était très bien avec ton intelligence humaine de nous donner l'ensemble du contexte qui allait autour. Je te remercie. Et c'est plus clair pour moi. Alors maintenant, on va redescendre d'un cran parce que on peut se dire que justement tout ça, cette intelligence artificielle faible ou forte, est surtout développée par des énormes boîtes, soit californiennes, soit chinoises. Qu'est-ce que ça donne ici, là? Alors à Saint-Herblain peut-être, mais un peu plus largement sur le territoire, à Nantes métropole, département, région. On en est où, nous, de l'intelligence artificielle? Quand je dis nous, c'est local. Ouais. Alors, local, déjà national, européen. On va faire un peu de politique au sens vraiment les grandes plaques. Alors, une phrase sur l'Europe, une phrase sur la France, et puis après on redescend, tac, 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 jusqu'au local. Aujourd'hui, il y a 2 forces. Il y a la Chine et les États-Unis qui veulent revendiquer la mainmise sur l'intelligence artificielle, que ce soit d'un point de vue algorithmique, mais que ce soit d'un point de vue hardware. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un gros point que personne ne voit, c'est ce qu'on appelle la puissance de calcul associée, le hardware pour faire tourner des intelligences artificielles. Aujourd'hui, la Chine investit des milliards et veut vraiment prendre la main sur le hardware et aussi sur les compétences. Et on a la chance, aujourd'hui,
ou la malchance de ne pas avoir grand-chose en Europe. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a les Canadiens qui vont vite. Ils vont vite. Il y a une boîte que j'aime beaucoup, moi, je ne sais pas s'il y a la représentant ici, ça s'appelle Element AI. Element AI, c'est des très bons. Ils sont aujourd'hui en train de travailler avec des très très gros. Vous voyez des gros industriels que je ne vais pas citer qui, à un moment donné, ne vont pas aller travailler sur des dispositifs d'intelligence artificielle avec des Chinois ou des Américains. Il y a un principe de souveraineté qu'il faut poser. Ce principe de souveraineté, il doit aller jusqu'à où est-ce que je vais aller faire tourner mes algorithmes d'IA. Et aujourd'hui, en Europe, on est un peu en retard. Parce qu'il nous manque des infrastructures ? Parce qu'il nous manque un grand plan d'investissement européen sur l'innovation de façon globale. Ça va mieux, mais ce n'est pas assez fort. Et en fait, on a pris du retard, parce que les Chinois, quand je vous dis les rapports, c'est du 40, voire 50 fois plus en investissement. Et ce qui est investi aujourd'hui, les milliards d'euros ou de dollars, ou de yens, comme vous voulez, qui sont investis aujourd'hui, c'est une fuite en avant. On ne peut pas rattraper ça. Il faut juste comprendre ça. C'est-à-dire qu'on est en train de jouer aujourd'hui une carte de souveraineté. On peut avoir des lois, le RGPD, on peut avoir des lois qui vont dicter les choses. Par contre, l'infrastructure derrière, on ne l'a pas. Et on a pris un retard. Moi, je mise sur les Canadiens. Pour plein de raisons, parce qu'on a aussi une proximité peut-être canadienne, il y a le côté français. Element AI, c'est une boîte que j'aime beaucoup, ils ont des bonnes valeurs. Et en France, on n'a pas d'entreprise aujourd'hui qui ressort à cette échelle-là, à mon sens. C'est-tu du Canadien du Québec ou c'est-tu du Canadien anglophone ? Un peu des deux. Ils sont à Montréal. Montréal est quand même, ils sont Montréal, c'est auto-proclamé Nantes, capitale mondiale de l'IA pour plein de raisons, parce qu'ils ont les vrais scientifiques, les vrais au sens qui aujourd'hui travaillent sur les algorithmes qui sont dans la vérité scientifique de l'IA. Donc moins de la bataille du hardware, moins d'infrastructures côté européen. Et on redescend d'un échelon France et on redescend encore région et on redescend encore département et on redescend. Vraiment territoire. Marianne, par exemple, alors que ce soit dans ta start-up ou les clients avec lesquels vous travaillez, par exemple professionnels de santé du territoire, comment eux ils utilisent l'intelligence artificielle, en tout cas celle qui est faible et qui utilise ces algorithmes pour faire du diagnostic. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, l'enjeu déjà, c'est d'acquérir les données. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire une start-up en intelligence artificielle ou développer, par exemple, des algorithmes d'aide au diagnostic, il leur faut des données. Donc, ces données, on ne peut pas les acquérir tout seul. Il faut des données, des compétences. Donc, ça va forcément fonctionner en écosystème. Donc ça, c'est hyper important. Donc par exemple, on va s'appuyer sur le CHU de Nantes qui va proposer des données. Par exemple, ils sont en train de développer, donc c'est Pierre-Antoine Gouraud qui porte ça, la clinique des données, donc c'est-à-dire mettre à disposition des données récoltées dans le cadre des pratiques à l'hôpital pour que ça puisse servir pour de nouvelles applications. Et ces données, c'est aussi un point crucial parce que justement, si je remonte un peu l'échelle dans la course avec les Américains ou avec les Chinois, il se trouve qu'aujourd'hui, on va aller vers de la médecine personnalisée. Donc, c'est vraiment un intérêt aussi de l'IA, une de ses applications, c'est de s'adapter à chacun et ne plus traiter l'être humain en global. Et donc, on soigne un être humain. Non, on va soigner un être humain avec ses caractéristiques. Et il se trouve qu'on n'a pas tous le même patrimoine génétique, qu'on n'a pas tous justement ces mêmes caractéristiques. Donc, les Chinois, ils sont très forts parce qu'ils récupèrent les données de façon massive dans leur pays parce qu'il n'y a pas de droit là-dessus et qu'on n'a pas tout le dispositif qu'on peut avoir en France. Donc c'est vrai qu'on peut voir ça comme une contrainte en France, le fait que c'est très réglementé, c'est très dur d'avoir accès aux données, mais bon, c'est aussi protéger les lois individuelles. Et donc finalement, ça va être la même chose aux États-Unis. Il y a un petit peu plus de lois qu'en Chine, mais moins. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas cette infrastructure, mais on a quand même des compétences en France, c'est super important. On a des gens qui sont quand même bien formés, et d'ailleurs qui partent aux États-Unis ou dans d'autres pays ou même au Québec parce qu'ils n'ont pas ça. Donc on a quand même cette ressource qui, je pense, est importante. Et puis, le fait que finalement, il y a la technologie pour faire un algorithme, mais il faut ces données. Donc en France, pour soigner les gens, on ne va pas pouvoir utiliser les données qu'on a récoltées en Chine. Donc voilà. Et ça va se structurer au territoire, sur différentes échelles. Ça peut être des projets sur la région. Donc par exemple, le CHU de Nantes va collaborer avec le CHU d'Angers, et puis des chercheurs locaux, et puis les startups du tissu local. Il peut y avoir aussi des bases de données au niveau national. Par exemple, au niveau de la sclérose en plaques, ça fait des années qu'il y a une base de données qui s'appelle l'OFCEP, où ils récoltent les données cliniques de tous les malades pour essayer de faire quelque chose. Et aujourd'hui, ils arrivent à sortir, à classifier les patients, à essayer de détecter plus précocement quel type de sclérose en plaques et donc comment on peut mieux le prendre en charge.
Et puis même, vous avez certainement entendu parler aussi de l'initiative du Health Data Hub, donc qui va être votée le mois prochain, où c'est une base de données nationale qui vient récupérer toutes les données de l'assurance maladie. Et donc, j'ai une start-up où des académiques pourront venir faire une demande pour récupérer ces données-là et les utiliser pour ensuite les réutiliser voilà, pour une application ou pour faire bénéficier un territoire en particulier. Elles sont anonymisées, ces données ouais. Oui, tout à fait. Donc, de toute façon, c'est la loi. Donc oui, c'est Donc anonymisé. vous ne pouvez pas me répondre que non. C'est la loi. Mais c'est la vérité en fait. Enfin, voilà, le Health Data Hub, ça va être un truc assez énorme, mais en fait, de toute façon, ça va être une agrégation de différentes bases de données qui déjà n'ont pas toutes les mêmes identifiants. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et si on reprend l'exemple local du CHU de Nantes, c'est de la même façon. Les données, elles vont arriver dans cette clinique des données anonymisées, donc elles ont été collectées, mais les personnes qui vont y avoir accès pour pouvoir faire développer une application dessus, évidemment, n'auront pas accès à l'identité des personnes et ils n'auront accès qu'aux données précises qu'il leur faudra. Ils n'auront pas accès à l'intégralité de la base de données. C'est toujours extrêmement contrôlé. Donc la donnée, c'est le nerf de la guerre. En se mettant ensemble, on arrive et en ayant un appui du législateur, on arrive à ouvrir un peu ces robinets à données et donc à pouvoir les utiliser. Une fois que cette matière elle est utilisable, on a, selon toi, toutes les ressources sur le territoire pour créer des startups qui vont justement valoriser cette donnée, si je résume. Oui, je pense que c'est vraiment un travail d'équipe. Et par exemple, tout à l'heure, c'était Johanna Roland, je crois, qui citait Smart Macadam. Donc, ils ont un projet pour développer une application qui utilise de l'intelligence artificielle pour faciliter la vie des patients atteints d'Alzheimer. Et donc, déjà, cette application va s'appuyer sur les patients, mais aussi sur les aidants. Et pour mettre au point ça, il va être obligé de s'aider de tout l'écosystème du territoire, donc les soignants, les patients, les infrastructures, et puis évidemment les compétences des personnes qui savent utiliser ces technologies. Et on en a plein des compétences sur le territoire. Francky, toi qui le connais bien aussi, est-ce que tu as des exemples à nous donner aussi sur qui on doit miser là, dans les années à venir sur le territoire, des exemples concrets de start-up qui font bouger les choses et qui valorisent tout ça? On a la chance d'avoir accueilli Hawkin, pour ceux qui connaissent dans le milieu de la santé, qui est quand même une belle start-up française et qui a implanté toute sa cellule R&D et les chercheurs que moi je connais bien, post-doc sur le sujet, qui sont très très forts ici à Nantes. Donc ça c'est une belle arrivée et ils grossissent tellement qu'il va falloir leur trouver de la place, mais ça c'est bon signe. On a aussi Keslo Analytics, qui est vraiment de l'IA spécialisée sur le juridique. Ça aussi, c'est une belle petite pépite, parce qu'on est vraiment sur l'analyse textuelle en plus, pour essayer de faire de la prédiction sur, grosso modo, vous arrivez avec votre cas, et on va essayer de voir si vous allez gagner ou perdre. Donc ça peut aider, et si vous allez perdre, essayez de vous accompagner pour avoir, grosso modo, des argumentaires et une défense plus solide. Je pense aussi à des entreprises comme Vertigo, Clément, tout ce que fait Clément, qui ne sont pas des entreprises spécialisées, qui sont un peu des entreprises qui sont capables de prendre des petits projets. Souvent, beaucoup dans le milieu de l'industrie, les gens ils disent l'IA, ce n'est pas pour moi. Souvent les grands groupes qui vont faire de l'intelligence artificielle, alors que si, l'IA, c'est pour tout le monde. C'est un peu comme le web à l'époque, on disait le web, c'est pas pour moi, mais en fait, si, le web, c'est devenu 20 ans après, quelque chose de présent pour le collaboratif, pour la communication, etc. Donc l'IA, c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui, on a des boîtes comme Vertigo, qui sont vraiment des gens qui sont capables de faire de l'ad-hoc, qui sont capables de faire... ils prennent parfois de l'open source et ils vont vraiment adapter en fait, les outils, les algorithmes, les approches, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de types d'algorithmes d'IA et chacun a des avantages et des inconvénients. Et en fonction de ce que vous voulez faire, il faut utiliser le bon. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Vertigo. On a mis en place toute une dynamique qui s'appelle Naonedia, qui est vraiment une dynamique collaborative où tous ces gens-là, les experts de l'IA, se sont regroupés pour compter nos forces à l'échelle métropolitaine et étendre à la région. Et l'idée, c'était de se dire qui est là. Je pense aussi à Clever Cloud, par exemple, qui travaille plutôt, lui, sur la vision infrastructure. Clever Cloud, il commence à acheter du matériel et à se mettre effectivement aujourd'hui autour de dire, pour ceux qui veulent faire de l'IA, du calcul, on est là aussi pour ça. Et Naonedia, l'enjeu, c'était vraiment de se regrouper, de savoir qui fait quoi. Il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer, j'ai essayé de prendre des startups qui sont sur des verticales qui font écho à des noms.
Je m'excuse si j'en ai pas cité d'autres. C'est toujours l'exercice compliqué. Oui, ils vont être jaloux. Et ensuite, sur Naonedia, on s'est donné des objets très concrets, très pragmatiques. On s'est donné des défis. Et en particulier, il y en a 2 ou 3 que j'aime beaucoup. C'est qu'on s'est dit, il faut qu'on arrive à faire des IA qui vont aller bouger le quotidien des Nantais et des Nantaises pour qu'ils se disent, OK, c'est ça l'intelligence artificielle, et c'est grâce à ça que quelque part, je comprends, sans IA, je ne pouvais pas le faire, et avec l'IA, on l'a fait. Donc on a fait du mécénat de compétences. Chacune des entreprises s'est dit, OK, moi je vais mettre des gens à disposition. Premier produit qu'on a sorti en plus pendant la Digital Week vendredi, c'est un produit sur l'immobilier. On l'a appelé le juste prix. L'idée, c'est essayer de se dire, on va essayer de calibrer le juste prix d'un bien immobilier sur Nantes parce qu'on est allé chercher de la donnée, crawler, comme on dit, on est allé picorer de la donnée un peu partout sur le web. On fait de la prédiction en disant, tiens, peut-être qu'il va y avoir un immeuble ou des commerces qui vont se positionner là, donc votre bien va prendre la valeur ou pas. Et donc, on est sur des projections. Combien vaut mon bien maintenant? Très simple, scénario d'usage. Et combien mon bien va valoir dans 3 ans? Donc là, c'est pareil. L'idée, c'est que plus on a... Donc il est en ligne, vous pouvez le voir, ça s'appelle imo.naonedia.fr. Et là, encore une fois, on est parti sur une base de données. On a travaillé avec pas mal de gens qui sont spécialistes de ces sujets-là. Et l'idée, c'est encore une fois de redonner ce commun qui est aujourd'hui, c'est quoi le juste prix de mon bien ou d'un bien à la communauté. Deuxième produit que j'aime beaucoup, c'est sur les interdits bancaires. Donc là, il y a plusieurs banques qui se sont dit il faut qu'on travaille ensemble pour anticiper les interdits bancaires, parce qu'un interdit bancaire aujourd'hui, socialement, c'est pas forcément ce qu'on veut. Si on pouvait l'éviter, tant mieux. Et 2, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui est facile, et ça coûte beaucoup aussi pour les banques, si j'ai bien compris, mais il y a plein de banques dans la salle, ils pourront nous le dire. Et donc l'idée, c'était de se dire, les banques, on se regroupe ensemble, ils ont en interne des algorithmes, mais on va essayer de voir aussi, et puis on va étudier aussi l'impact un peu plus sens humain et social sur ce qu'est l'interdit bancaire. Donc là, pareil, il y a un projet qui a été mis en place, sur lequel on travaille. Et le troisième, qui est plus en lien effectivement avec les collectivités et nos têtes blondes, c'est sur les menus des écoles. Vous savez qu'à Nantes, on a la possibilité sur les 114 écoles de pouvoir au dernier moment déclarer mon fils ou ma fille mange à l'école ce midi ou pas. C'est une vraie flexibilité, c'est une vraie richesse, sauf qu'à 9h, vous pouvez le faire jusqu'au matin, parce qu'il y a plein de raisons, il est malade, il ne fait pas beau, enfin bref. Sauf qu'il y a un moment donné, il y a un petit delta qui fait qu'il y a un peu, pas du gâchis, parce qu'on réintègre avec des associations, mais si on pouvait éviter d'avoir ces 15% réguliers qui, à un moment donné, ne sont pas consommés, ils sont consommés, mais pas par les enfants, c'est mieux. Et donc on utilise, voilà, on a lancé un groupe pour faire de la prédiction, pour se dire au mieux la trajectoire. Le mardi 14 novembre, on sait qu'il y aura tant d'enfants qui vont manger, parce qu'on a vraiment toutes les données, que ce soit la météo, la pandémie de grippe, est-ce qu'elle monte ou elle ne monte pas, et on a des résultats qui sont extrêmement intéressants. Donc on va mettre ça en place à partir de 2020. Donc là, voilà, 3 exemples concrets: le logement, le gâchis ou le gaspillage alimentaire, plutôt sur le midi dans les écoles, et puis l'interdit bancaire. Donc, on peut dire au petit Mathéo, demain, tu seras malade. Voilà, ne viens pas. Mais non, je suis en pleine forme. Ah voilà, je l'avais dit. Merci, Ilia. Ok, donc plein de beaux sujets et qui sont à la fois portés par les entreprises du territoire, qui sont évidemment mises en lien et aux connexions, et ça, c'est votre travail. Avant de terminer, on dira un petit mot justement sur l'éthique aussi, de ce que ça implique comme devoir et comme responsabilité. Avant ça, peut-être, mon cher Pierre, déjà encore des réactions? Oui, merci Damien. Effectivement, quelques réactions. Une première vraiment sur l'introduction du sujet par le community manager, qui est un ami de la chaîne Énergie 12, qui nous indique qu'ils n'ont pas vraiment la même définition d'intelligence artificielle. Hashtag les skis pornichet. Un autre message, alors très rassurant, de l'intelligence artificielle XR28TZ, qui est donc champion de StarCraft, qui nous rassure puisqu'il nous confirme qu'il n'est pas du tout prévu de remplacer le règne humain le 15 juillet 2034 à 9h15. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et enfin, un dernier message de Xi Jinping, le leader de la Chine, très court: RGPD, LOL. Voilà. Merci. Merci. Bravo. Ouais. Et oui, il nous regarde, on le salue, Xi. Merci, Pierre. Garde ton œil acerbe sur le web, sur les internets. Justement, ça nous fait une très belle transition avec l'éthique.
et la déontologie. Est-ce que, puisqu'on en a parlé, certains manipulent des données sans vergogne. Comment est-ce que nous, on doit s'inquiéter? Quel est le... Et est-ce que c'est une bonne question à se poser si on veut avancer aussi vite que les Chinois? Oui, Marianne, je me tourne vers toi, je me dis... Si tu Déjà, pouvais nous éclairer. on peut se poser la question de quelle responsabilité, en fait. Donc, qui a la responsabilité à partir du moment où il y a un algorithme d'IA qui est employé? Est-ce que c'est l'algorithme? Est-ce que c'est la personne qui l'utilise? Est-ce que c'est la personne qui l'a créé? C'est des vraies questions. Après, si on se tourne plus vers le domaine de la santé, il y a aussi quelles données on prend à la base. Donc, il y a des biais. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la différence qu'il peut y avoir entre des Chinois ou un Européen standard. Mais finalement, il y a les mêmes problématiques au sein de la population. On sait par exemple que la plupart de la médecine aujourd'hui, c'est la médecine de l'homme blanc. Donc, c'est-à-dire que les tests ont été faits sur des hommes d'une certaine tranche d'âge, blanc ou de type caucasien, et que ça ne prend pas du tout en compte certaines problématiques. Et ça, c'est vrai pour les médicaments, ça peut être vrai pour l'IA. C'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Et je dirais, à la limite, comme on en est plus conscient aujourd'hui, peut-être que ça va être justement de meilleure qualité que ce qui pouvait être fait avant. Donc là, par exemple, il faut savoir que sur les problèmes cardiaques, aujourd'hui, alors que les femmes meurent autant que les hommes de ça, les essais cliniques, il n'y a toujours que 35% de femmes qui sont incluses. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas bien en compte ça. Et puis il y a aussi tous les biais de récolter les données. On sait que sur les symptômes, si c'est une femme qui déclare un symptôme ou un homme, on ne va pas le traiter pareil. Donc j'ai mal à la poitrine. Sur un homme, c'est oh là là, mon Dieu, c'est un infarctus. Et une femme, oh, vous êtes un petit peu dépressive. Donc c'est un cliché, mais ça existe encore. Et du coup, il y a aussi un biais dans la collecte des données et après dans ce qu'on en fait. Ils ont les mêmes problématiques aux États-Unis avec les questions de rapport à la médecine avec les gens de couleur. Et ils se sont aperçus à travers des études qu'on ne traitait pas, enfin on ne diagnostiquait pas de la même façon un homme, une femme ou un homme blanc d'une femme noire. Ok, merci. Ça nous soulève encore beaucoup plus de questions mais on n'est pas vraiment là pour y répondre non plus. C'est très compliqué, hein, on ne va pas le faire en 2 minutes, même si on est tous réunis et qu'on est tous très intelligents. Mais ce sont des bonnes questions à se poser. Francky, quel est ton point de vue là-dessus et comment est-ce que l'institution met des garde-fous, met des barrières ou des accélérateurs en fonction? En fait, aujourd'hui, le RGPD dit rien sur l'IA. Il n'y a rien sur l'IA. Le RGPD, c'est la réglementation européenne qui permet effectivement de protéger la donnée personnelle. Mais sur l'IA, il y a un vide extrêmement impressionnant. Personne n'a anticipé aujourd'hui l'IA. Les seuls qui ont commencé à poser des premières pierres, on voit bien Montréal, le manifeste des scientifiques. Les scientifiques se sont dit à un moment donné, on est en train de créer un monstre. Alors c'est le pharmacon, hein, c'est à la fois le poison et le remède, comme dirait Bernard Stiegler, que j'aime beaucoup sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, seuls les scientifiques ont commencé à bouger, en posant effectivement des manifestes et en s'engageant, eux, dans leurs travaux de recherche, de ne pas aller dans des voies qui ne sont pas les leurs, mais ça vaut pas grand-chose aujourd'hui. Donc la loi ne dit rien pour l'instant, ou pas encore. Ensuite, les outils. Alors nous, qu'est-ce qu'on a essayé de faire à notre modeste niveau? Dans Naonedia, on a sorti un manifeste aussi, dans lequel on s'engage la communauté des gens qui vont développer des IA à respecter des principes qui sont aujourd'hui autour de la souveraineté, sur les calculs, qui reprennent les principes de la charte métropolitaine de la donnée, dont certains se sont engagés ici. Je remercie encore une fois Doran dans les yeux, parce que je crois que c'est comme ça qu'on arrive, quand la loi et les États sont un peu en retard, je ne vais pas dire ne font rien, mais sont un peu en retard, parce que c'est plutôt un délai de latence, un temps de latence, je pense que les territoires doivent s'engager. Et à Nantes, on a la chance d'avoir des gens, qui réfléchissent sur le sujet, 2, qui sont capables de poser des objets. Au début, je croyais que ce manifeste, il valait rien. Et en fait, on m'a dit non. Une des plus spécialistes en France, une juriste, m'a dit non, ce manifeste, il est opposable. C'est-à-dire que la charte métropolitaine de la donnée, on peut faire une opposition à un moment donné si, quelque part, un de nos partenaires ne la respecte pas. Et nous, on a posé un principe simple, qui paraît au moins à l'échelle métropolitaine, qui est de se dire on s'interdit tout usage d'une intelligence artificielle qui prendrait une décision automatique sur un cas individuel. Et je m'explique. Ça ne veut pas dire qu'on s'interdit, je vous ai donné l'exemple ici, à l'échelle de la métropole, d'utiliser une IA qui va nous aider à anticiper, à prédire le nombre de repas qu'il y aura le midi. Ça, c'est ce qu'on appelle une IA d'aide à la décision. Ce qu'on ne veut pas, c'est des IA qui passeraient outre la décision humaine
et qui serait intégrée dans un process et qui, par exemple, déterminerait automatiquement toute seule le prix social de l'eau. Combien vous allez payer parce qu'en fonction de critères. Et qui, en fait, les critères seraient définis par l'IA. On pourrait le faire. On pourrait avoir tout un tas de cas et des IA qui disent les critères, tu vas les apprendre, plutôt que ce soit nous qui les définissions. Le nous, la collectivité, et voter dans les différents conseils. Ça, on est la première métropole à avoir dire non. Il y en a d'autres, ils ne se posent même pas la question. Peut-être que demain, ces gens-là, ça veut dire que nous, on l'a posé, on s'interdit de le faire. C'est fort, hein. On est la première ville, territoire en France à l'avoir fait. Ouais, c'est fort parce que je sais qu'on en parle souvent, et je trouve que je suis fier d'avoir fait ça. Souvent on dit c'est évident, c'est intuitif. Ouais, c'est intuitif, mais on l'a fait. Les autres ne l'ont pas fait. Et c'est écrit pour le coup. C'est écrit, c'est posé, c'est dans la charte qui maintenant, en plus cette charte, c'est un objet partagé, que, encore une fois, je vous invite à aller voir, hein, consulter. Elle pose des principes sur la souveraineté, sur la sobriété, c'est-à-dire qu'on ne collecte pas de la donnée inutile si on ne sait pas ce qu'on va en faire, parce que c'est un peu la fuite en avant aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle la ville intelligente, les capteurs, etc. La caricature, c'est qu'on vous vend un capteur où il y a 10 possibilités, vous en avez besoin que 2. Ouais, mais on va quand même vous vendre le 10 et puis activer les 10 pour capter les données. Mais j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc, oui, mais on ne sait jamais, demain, je n'en ai pas besoin, monsieur, pour l'instant, ou madame. Donc nous, on a vraiment posé ce principe de sobriété. On s'interdit de stocker de la donnée si on n'en a pas besoin aujourd'hui, où le scénario d'usage, on ne l'a pas anticipé. Si dans 5 ans, on se dit « oh, c'est dommage », eh bien tant pis, on dira « c'est dommage », on repartira avec 5 ans de retard. Sobriété, souveraineté, c'est-à-dire toutes les données sont stockées au minimum en Europe. On a la chance, sur les 450 applications métiers qu'on a ici, il n'y en a qu'une, qui n'est pas stockée aujourd'hui en France. Elle s'appelle Pay by Phone. Vous l'utilisez tous les jours quand vous stationnez, pour ceux qui sont dans le centre-ville, parce que c'est une entreprise qui aujourd'hui, on travaille avec eux pour ramener ce stockage-là ici en France. Je pense qu'on va y arriver. Sobriété, intelligence artificielle et transparence. Dernièrement, c'est de la transparence. Alors un point qui est important, souvent, moi mon sujet de thèse il y a quelques années en IA, c'était sur l'explicabilité des intelligences artificielles. Ça fait 20 ans. Ce thème-là, c'est le thème majeur. C'est-à-dire comment on rend des IA explicables. C'est-à-dire qu'elles prennent des décisions, mais il faut qu'elles expliquent pourquoi. Les réseaux de neurones, sans rentrer dans les détails, mais c'est un truc hyper compliqué. C'est du multicouche, on donne des données en entrée, on lui donne les résultats, puis il apprend, puis à un moment donné, oh, c'est quand même génial, on lui donne quelque chose, il arrive à trouver le résultat. C'est ce que vous faites à chaque fois quand vous cochez, vous savez, des fois, combien vous voyez de voitures, combien vous voyez de vélos, etc. Ça, c'est les grands groupes qui, en fait, entraînent leur IA pour reconnaître des choses comme ça. Ces réseaux de neurones, aujourd'hui, sont incapables d'expliquer pourquoi ils ont pris cette décision. La décision est bonne, sauf s'il y a des biais. Mais la décision est bonne, sauf s'il y a des biais. Mais lorsqu'elle est bonne, ils ne savent pas pourquoi. Un être humain, ce n'est pas possible, il va vous expliquer pourquoi. Pourquoi il voit un vélo ? Parce qu'un vélo, c'est caractérisé par des roues, parce qu'un vélo, voilà, il y a un devant et un derrière, parce que quand on fait du vélo, on a une posture humaine, etc. Il y a tout un tas d'explicabilités. Lui, l'IA, il ne voit que des données, des 0 et des 1. Il est bête, ultra bête, encore bête. Par contre, il est 10 000 fois plus redoutable que nous, parce qu'il apprend 10 000 fois plus vite et il ne se trompe jamais. Ok, merci. Mais il est d'une bêtise absolue. Mais il va vite. Ouais, j'ai très bien compris ça. Mais il va vite, très vite. Il va très vite. Et beaucoup plus vite que moi. Mais donc, pas oui, plus pour la vite. transparence, ce que je voulais dire, c'est que voilà, nous, on impose la transparence des algorithmes à l'échelle métropolitaine. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et on ne peut pas imposer la transparence des IA, puisque l'explicabilité, c'est encore un sujet de recherche aujourd'hui. Tout le monde y travaille. C'est-à-dire que le jour où on arrivera à expliquer, on aura des soucis, les assurances, on a des voitures autonomes. La voiture autonome, hop, il y a un accident. Oh, qui est responsable ? Attendez, on va essayer. Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Je ne sais pas, je suis un véhicule autonome. Donc moi, il y a un moment donné, mais c'est toi qui es en cause. Mais non, moi, je n'ai jamais tort. J'ai jamais tort parce qu'on m'a appris avec mes capteurs le fait que je n'ai pas tort. Donc à un moment donné, ce n'est pas possible. Il faut qu'on se retourne vers... Une IA, un robot n'est pas une personne juridique aujourd'hui. Il y a juste c'est les Russes qui ont en fait un robot et ont donné une nationalité. Donc, quand même incroyable. Les Russes ont quand même fait d'un robot quasiment une personnalité juridique. On rentre dans de la science-fiction là. Donc, on ne peut pas faire ça. Heureusement, c'est pas nous. Ça n'arrivera jamais en France. Donc là, c'est pareil. La responsabilité d'une intelligence artificielle, si elle n'est pas capable d'expliquer ce qu'elle a fait, si ce n'est de dire, si, moi, j'ai pas tort parce que j'ai jamais tort. C'est ça aujourd'hui une IA. C'est bête, mais ça n'a jamais tort parce qu'en fonction des données qu'on lui a données, elle a toujours raison. Mais c'est normal. S'il y a un biais, par contre, là où elle a tort, c'est qu'elle ne connaît pas son environnement. Ce que je vous disais tout à l'heure, elle ne sait pas s'adapter à son environnement. Si ce n'est qu'il y a un moment donné, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, c'est l'environnement qui est changeant. Mais elle, par rapport à sa décision de se dire ça, elle s'arrête ou elle accélère, elle n'a pas tort. L'exemple, pour ceux qui sont montés dans le véhicule autonome qu'on a mis en place, il y a quelque chose qui était assez flagrant, qui était marrant pour moi. Véhicule autonome qu'on a mis, on montait dedans, c'était très bien. Tout allait bien quand tout le monde respectait les règles. C'est-à-dire quand la voiture
avec Michel, il arrive, en plus il y avait une R16, j'ai eu un moment d'enfer. Vieille Renault 16, Michel il arrive, il voit la navette autonome, il dit c'est quoi ce truc-là, ça roule à 25 km/h. Michel s'énerve, Michel commence à se dire je vais doubler, Michel double, mais il double pas en prenant ses distances de sécurité, Michel énervé, il double, hop, queue de poisson. Ben, la navette, elle n'a pas été prévue pour ça, bing. Donc la navette, elle n'a pas fait d'accident, elle a stoppé. Parce qu'elle, quand il y a quelque chose qui n'était pas prévu, elle s'arrête. Mais quand on était dedans, je vais vous dire que l'arrêt, ça a été un peu violent. Cette brutalité qu'on a vécue, la navette, elle avait raison. C'est juste que Michel, il ne devait pas faire une queue de poisson. C'était interdit. Voilà. C'est pour vous montrer sur un exemple très simple que la navette, elle était dans son rôle. Elle s'est arrêtée brutalement. On aurait pu avoir un accident, mais c'est Michel qui était en tort. Donc l'environnement que la navette ne comprend pas. Voilà, on s'excuse par avance auprès de tous les Michel de France. Et il y en a peut-être certains dans la salle. Ne vous sentez pas visés. Ce ne sont que les Michel qui roulent en R16. Merci, et ils sont de plus en plus rares. Dieu merci. Merci Francky pour cette explication. Ce sera le sujet d'une autre conférence autour de éthique, juridique et vieille bagnole. Mais sans doute, ça viendra. Peut-être que David et Yann nous proposeront ce thème-là une autre fois. On arrive au temps qui était imparti pour cette conférence. On grignote un peu. On va se retrouver tous ensemble ici dans une petite demi-heure, 25 minutes. Voilà, comme ça, on démarre à 16h30 la deuxième conférence avec nos kings champions olympiques, paralympiques, et pour parler d'ambition dans le sport. Et voilà, je voudrais que vous les applaudissiez encore une fois. Marianne, merci beaucoup. Francky, merci beaucoup.